Benjamin, bonjour. Bonjour Marvin. Vous êtes ici pour nous parler de votre expérience en tant qu'enseignement pendant le confinement. Donc tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Je m'appelle Benjamin, Templier. Voilà, je suis enseignant d'anglais dans cette université. Donc j'enseigne l'anglais à tout type d'étudiants, dans l'enseignement qu'on appelle l'ANSAD, les langues pour les spécialistes d'autres disciplines. Et l'anglais pour tout le monde. Donc tout d'abord, à l'annonce du confinement, donc de la fermeture de l'université, comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Professionnellement, Professionnellement et personnellement aussi. alors c'est deux choses différentes, parce que personnellement, je n'aime pas trop comment on ferme, mais professionnellement, j'aime bien essayer des nouvelles choses. Donc c'était quand même assez intéressant de pouvoir essayer des nouvelles choses. Avec, à l'optique toujours, dans l'optique, en tout cas, dans l'idée, de pouvoir garder le lien avec les étudiants. D'accord. Donc comment se sont passés tout de suite vos premiers cours à distance? Alors ce n'est pas une grande nouveauté pour moi, parce que j'en faisais depuis des années. D'accord. J'avais déjà un enseignement hybride, que j'avais déjà testé. Et donc pas beaucoup de différence. Ce qui a été différent, c'était les outils qui ont été mis à notre disposition. Et puis l'urgence de la situation. D'accord. Donc niveau organisation, vous aviez déjà de l'expérience, donc est-ce que ça a chamboulé votre manière d'enseigner ou est-ce que vous êtes resté sur le même rythme? Alors ce n'est pas vraiment le même rythme, puisque là on était forcément à distance tout le temps. Mais moi je faisais déjà des enseignements donc hybrides, à la fois synchrones et asynchrones, avec les outils dont on disposait. On n'avait pas Zoom, mais voilà, avec plein de choses qu'on pouvait utiliser. Mais bon, ce qui a été un peu différent, c'était la situation des étudiants qui était un peu difficile à mettre en place au début, parce qu'ils n'étaient pas tous équipés. Donc c'est l'équipement qui a posé problème. Donc pour l'équipement, vous avez eu des retours? Est-ce qu'ils sont passés par vous ou par un service particulier? Par nous, pas trop, parce qu'en fait, s'ils n'étaient pas équipés, on ne les voyait pas. Donc ils sont plutôt passés par d'autres services. Mais l'enjeu principal, c'était d'essayer de faire en sorte que tous les étudiants continuent ce lien avec l'institution en fait, et l'enseignement. Et dans ce qu'on enseigne en LANSAD, donc en langue LANSAD, en fait, nous, on fait souvent appel aux étudiants en tant que personnes, pas en tant qu'étudiants. Je vais expliciter ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour les compétences qu'on travaille, de faire appel à leur opinion, à débattre. Donc, ils ont besoin de s'impliquer en tant que personne. Donc, on avait besoin de conserver ce lien de personne à personne. Voilà. Très bien. Ensuite, à niveau, on va dire, temporel, est-ce qu'il y a eu des changements entre le premier et le second confinement? Est-ce que vous avez dû vous adapter? Le second confinement, tout le monde était prêt parce qu'en fait, on avait les outils. On a aussi des MCC, donc des modalités de contrôle de connaissances en langue LANSAD qui font que on doit avoir les étudiants systématiquement parce qu'ils peuvent être évalués sur toutes les activités qu'on fait dans le cadre des cours. Ça signifie que les étudiants avaient systématiquement, en ce qui concerne mes cours en tout cas, leur caméra allumée. Donc on pouvait vérifier si ça allait, si ça n'allait pas, beaucoup plus facilement. Et je pense que ça a dû aider pas mal d'étudiants à pouvoir conserver ce lien de personne à personne, en fait. Et de pouvoir faire un espace de partage qui était axé justement sur ce lien. Parce qu'en fait, on utilise l'anglais, moi je prends l'anglais, donc j'utilise l'anglais, donc comme donc ce médium qui permet aux gens de communiquer. Donc il fallait qu'on puisse vérifier s'ils pouvaient communiquer. Et s'il y avait des difficultés, après, on pouvait avertir les services ou dire aux étudiants de contacter tel service si on voyait qu'il y avait des difficultés, soit techniques, soit personnelles. D'accord, donc vous diriez que malgré le distanciel, vous avez pu maintenir le lien avec vos élèves? Ah oui. Oh, oui, sans problème, oui. Il y avait... oui, j'essaye de penser à des cas où ce n'était pas le cas, mais non. Non, ils ont toujours été là. Et puis, le fait qu'on ait ça en tête, en fait, on était beaucoup plus attentifs à comment les étudiants étaient en cours. Et puis, faire en sorte que les uns et les autres puissent s'aider aussi mutuellement. Je pense que ça a créé des groupes de travail au sein des étudiants eux-mêmes qui ont plutôt bien fonctionné. D'accord, donc au niveau global, niveau des étudiants, tout ça, vous avez dû adapter les notations, le niveau était pareil? Ah oui, parce qu'en fait, on ne peut pas faire... il y a beaucoup de difficultés à faire des évaluations à l'écrit, par exemple.
Donc ce qu'on pouvait faire, c'était transformer tout ce qu'on faisait à l'écrit précédemment à l'oral. Et j'ai fait beaucoup plus d'entretiens individuels qui avaient des objectifs à la fois linguistiques, mais aussi des objectifs qui pouvaient être justement de vérifier comment allaient les étudiants, puisque je faisais appel à eux en tant que personne. Très bien. Donc tout ça se fait en ligne. Quel est votre rapport au numérique? Est-ce que vous étiez déjà à l'aise avant le confinement? Oui, à l'aise avant le confinement, à l'aise après le confinement, à l'aise pendant le confinement, ça va bien. Et je pense que ça a fait réfléchir aussi sur le low-tech, c'est-à-dire que les étudiants qu'on ne pouvait pas joindre avec ces moyens compliqués, on pouvait très bien leur téléphoner, par exemple, ou envoyer des emails, ou comme des choses plus faciles. Parce que là, on s'est rendu compte des différences qu'il pouvait y avoir entre les étudiants. Alors après, c'était un peu compliqué de savoir, mais pour certains étudiants, mais la plupart, ça s'est très bien passé, les étudiants qui n'avaient pas de caméra, par exemple. Il y en a qui n'avaient pas de caméra, il y en a qui ne voulaient pas mettre leur caméra. Et bon, donc ensuite, il suffit de discuter avec eux et puis leur expliquer pourquoi ils ont besoin de la mettre, qu'ils ont besoin de communiquer avec les autres gens dans le groupe. Et puis en langue, on a tout le corps qui est utilisé aussi quand on parle. Beaucoup plus, donc tout ce qui est le non-verbal. Donc il faut qu'on puisse vérifier ça sur le visage des gens quand on parle. Donc au niveau des outils, est-ce que vous avez utilisé des outils différemment de votre expérience précédente à distance? Est-ce que vous en avez connu de nouveaux? On a un peu tout essayé. Et c'était ça, c'était assez drôle cette période où il fallait tout essayer, ça marchait pas. Mais l'université a décidé d'aller vers Zoom. Donc on a été vers Zoom et c'était très bien. On n'a jamais eu aucun problème à l'utiliser. Donc ça s'est bien passé de notre côté, je pense du côté des étudiants aussi. Moi, j'ai pas eu de problème. Après, au début, il y avait différents. Donc nous, on travaille. Donc les langues, on travaille dans toutes les composantes de l'université. Donc on a vu qu'il y avait certains départements, certaines composantes qui ont réagi différemment. Si on allait vers d'autres outils, d'autres pas d'outils, d'autres ont donné des projets, et certaines ne se sont pas bien occupées des étudiants ou pas du tout, et d'autres beaucoup plus. Donc je pense que nous, on a continué, en tout cas en langue, à faire ce qu'on faisait avec cet intérêt sur le lien en fait. Très bien. Donc c'est l'université qui vous a recommandé Zoom. Est-ce qu'ils vous ont accompagné dans cette démarche? Est-ce qu'ils vous ont formé au logiciel, par exemple? Peut-être. Enfin, ils n'ont peut-être pas eu besoin de le faire, mais certainement qu'ils ont proposé des formations. Mais oui, ils ont dû le faire. Très bien. Je ne suis pas allé parce que je pense que c'est pas très compliqué à utiliser. Donc après, c'est comme un outil, on le prend en main et on voit si ça fonctionne ou pas. Donc il y a des gens pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des gens pour qui c'est compliqué de montrer leur tête, il y a des gens pour qui c'est compliqué de parler. C'est encore plus compliqué de parler anglais. On a même des étudiants comme ça, qui nous interrogent parfois. D'accord. Donc pendant cette période, il y a eu un passage au présentiel à nouveau. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Dans le deuxième confinement, là, ouais. Comment on l'a vécu? C'était... Alors... Les gens vont dire « Ah, on était contents de se retrouver, c'était sympa, on était ensemble, tout ça. » Oui, mais en fait, on avait des masques sur la tête, mais il y avait aussi des étudiants qui n'étaient pas là. Il y avait des étudiants qui étaient restés en province. Il y en avait qui étaient partis à l'étranger. Donc, pour ceux qui étaient là, c'était bien. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était moins bien. Je pense qu'il y a une solution qui était assez aberrante. C'est de faire cours en même temps des étudiants à distance et des étudiants en cours. Parce qu'en fait, on n'arrive jamais vraiment à faire un cours qui correspond aux deux. Et on est toujours obligé de privilégier un groupe ou l'autre. Donc même si on met des activités différentes, donc ça, tout de suite, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Donc je l'ai fait une fois et j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc soit en ligne, soit en présentiel. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Parce que le fait de pouvoir revenir, il y avait des gens qui avaient envie de revenir, des gens qui n'avaient pas envie de revenir. Ça, c'est valable pour les étudiants, c'est valable pour les gens qui travaillent ici aussi. Donc vous parlez d'espace de travail. Est-ce que de votre côté, vous avez pu faire la division entre votre espace professionnel et personnel? Peut-être que vous travaillez chez vous? Ah bah oui, oui. Donc la division, c'est-à-dire trouver un endroit propice. C'est ça. Oui, mais c'est vrai que la définition du travail à distance a évolué considérablement parce que avant le confinement, il fallait quand même que, normalement, l'employeur doit fournir aux gens qui travaillent en ligne voilà, un espace pour, le matériel pour, et puis là, on l'a fait avec le matériel qu'on avait.
Donc le premier confinement a été compliqué pour les gens qui n'avaient pas de matériel et pas d'endroit. Moi j'avais déjà du matériel et puis j'avais un endroit pour travailler, donc j'ai utilisé ce que j'avais. Et puis les étudiants ont fait pareil, hein. Donc il y avait des étudiants, parfois ils étaient même à l'endroit où ils travaillaient, des fois c'était leur lit, donc ils avaient leur téléphone sur leur lit. Donc, et puis ça marchait aussi. D'accord. Donc est-ce que vous avez ressenti des difficultés spécifiques à votre matière, donc l'anglais? Non, pas vraiment, au contraire, je dirais. C'était plus facile parce qu'en fait, ça permet déjà d'utiliser une langue étrangère, ça permet de faire un décalage avec la réalité. Et le fait de donner aux étudiants l'opportunité de pouvoir s'exprimer, ça permet justement de faire un lien qui est ce lien personnel dont je parlais, en dehors des contenus qu'on a l'habitude de dispenser en cours. D'accord. Et aujourd'hui, par rapport à votre organisation, est-ce que vous garderiez des choses du distanciel, pareil pour les outils? Comme avant, ce que je faisais avant. Donc en fait, je garderai Zoom, donc maintenant qu'on a l'outil, parce que c'est très pratique. Le mélange de cours synchrone et asynchrone, c'est très pratique. Il y a quand même un élément très important qui est l'incarnation du cours. On s'est rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas commencer un cours sans qu'il soit incarné par une personne. Si on met un cours tout en ligne sur l'e-learning par exemple, ou sur n'importe quel support, s'il n'y a pas d'incarnation du cours, c'est compliqué d'établir la relation de l'étudiant avec le cours. Donc si quelqu'un incarne, comme un genre de triangle, donc il incarne ce cours-là, ça veut dire que quand l'étudiant va travailler ce cours-là, la relation qui a été créée avec la personne qui a initié le rapport entre l'étudiant et le cours est prépondérante. D'accord, très bien. Donc est-ce que vous pensez que le confinement a été une phase d'apprentissage? Est-ce qu'il a changé votre métier? Moi, je pense qu'il a été une phase d'apprentissage pour tout le monde, parce que même quand on se trompe, on apprend plus que quand on ne se trompe pas. Donc c'était très bien d'avoir ce moment d'expérimentation en termes pédagogiques. Après, en termes personnels, ça a été très compliqué pour plein de gens. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui ont appris beaucoup de choses. Et on s'en resserre aujourd'hui beaucoup. Mais on avait déjà initié ça à l'université depuis beaucoup plus longtemps. Donc depuis 5-6 ans, on avait déjà commencé à faire des contenus en ligne et des cours asynchrones et asynchrones. Donc moi, je n'ai pas été plus dérangé que ça. Déjà par les mêmes outils ou... Non, sauf on n'avait pas Zoom par exemple. Mais on pouvait chatter en direct avec ses étudiants, mais on n'avait pas forcément les outils nécessaires. Je pense que Zoom apporte beaucoup. Mais bon, après la normalisation des Zooms a fait que les gens en ont eu trop. Ce qui est compliqué aussi, c'est toutes les conférences auxquelles on doit assister en Zoom. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que les conférences, c'est où on peut faire venir des étudiants, où nous, on peut se déplacer. C'est surtout un moment de rencontrer des gens. En fait, on ne rencontre pas beaucoup de gens sur Zoom. Ce n'est pas un endroit où on peut s'isoler avec quelqu'un, sauf si quelqu'un vous dit « je vous mets dans une salle, une bucket rooms », et là, vous pouvez l'être. Mais vous ne pouvez pas, de votre chef, aller voir quelqu'un qui a dit quelque chose, et puis « ah, c'est bien, est-ce qu'on peut en parler ?» etc. Donc là, on a vu qu'il fallait à un moment s'arrêter avec ces Zooms-là. Ça ne correspond pas à tout. Et donc le mélange de Zoom, pas Zoom, présentiel, asynchrone, je pense que c'est bien de diversifier les supports, mais comme on le fait en cours en fait. Quand on fait un cours, par exemple, où l'enseignant est simplement du côté du tableau, ça signifie que le savoir, il vient principalement de cet endroit-là. Si on projette aussi sur le tableau et que l'enseignant reste du côté du tableau, ça veut dire que dans une salle qui a 4 murs, par exemple, il n'y a qu'un seul mur qui dispense ça. Alors c'est la raison pour laquelle on peut essayer d'utiliser le savoir des étudiants qui peut faire un autre mur. Mais après, de pouvoir avoir un autre espace au fond de la classe, à gauche, à droite, et considérer que le savoir peut venir de partout. Donc on peut le faire dans une salle de classe, et on peut aussi le faire dans les contenus qu'on prépare pour les étudiants et les activités. Donc ça peut venir en direct en présentiel, ça peut venir en synchrone en Zoom, ça peut venir en asynchrone sur Moodle. Donc ça veut dire que ça peut venir de partout. Et je pense que essayer de réutiliser ce concept-là à distance, ça a plutôt bien fonctionné. D'accord. Donc est-ce que vous croyez tout au distanciel ou au moins à l'hybride? J'y crois, comme une croyance. Je crois que ça peut marcher, oui. Mais je pense qu'on ne peut pas l'imposer à des enseignants. Il faut que les gens
trouvent leur rythme en fait. Donc ce qui n'a pas marché, et ça c'est sûr, mais ça marchait déjà pas avant, mais là ça a permis aux gens de s'en rendre compte, c'est en fait le cours magistral. Parce qu'il y a énormément d'enseignants qui ont fait cours à des cases noires, et ça a posé de problème à personne. Et après ils se sont rendus compte quand ils devaient faire les examens, oui il y a eu un problème. Mais donc je pense que s'il y a une leçon que les gens doivent tirer de ce qu'on a fait pendant ce confinement, c'est l'obligation de faire un vrai contrôle continu, ou un contrôle continu qui se rapproche d'un contrôle continu intégral. On vérifie à chaque fois si les contenus des cours précédents ont été assimilés, ce qui permet toujours de réajuster. Voilà, ce que plein d'enseignants ont commencé à réaliser. Mais bon, nous, en langue, on le fait tout le temps, donc c'est pas une nouveauté pour nous. Mais le cours magistral, c'était vraiment un mode de cours qui ne fonctionnait pas. D'accord. Donc vous parlez de l'échec des cours magistraux. Donc vous pensez qu'on doit s'adapter et qu'on ne peut pas avoir une organisation classique, on va dire, en distanciel? En distanciel, en tout cas pas la même. Parce qu'il n'y a pas grand intérêt à parler tout seul devant des écrans noirs. À la limite, autant déposer son cours et après faire des échanges ou des sessions d'échange avec les étudiants pour voir s'ils ont assimilé, s'ils ont compris, et en groupe plus restreint. On peut faire des petits séminaires, on peut laisser le cours à disposition, répondre aux questions sur un chat ou alors sur un forum, et puis après faire des petits groupes de discussion, parce que ça permet aussi aux étudiants qui ont compris certaines parties de l'expliquer aux autres étudiants. Donc l'idée de l'enseignement par les pairs aussi a été très importante pendant ce confinement. Comment les groupes de travail ont pu se constituer et comment les uns ont pu aider les autres et comment les enseignants peuvent créer les conditions de cet enseignement par les pairs ou au moins des activités qui peuvent découler de cet enseignement par les pairs. Donc comment vous contrôliez le suivi des étudiants et leur assiduité en fait? Eh ben, comme en cours. Je voyais leur tête, voilà, je connaissais leur nom et ils avaient des choses à faire et ils les faisaient, et s'ils ne les faisaient pas, je leur disais de les faire, donc quand ils étaient en activité dans les différentes pièces. Très bien. Et sinon, au niveau du contenu asynchrone, est-ce que vous utilisez e-learning ou autre chose? E-learning, parce qu'il faut promouvoir les outils de l'université, donc voilà, donc l'e-learning, et puis ouais, donc Moodle, donc c'est l'outil qu'on a, on utilise l'outil qu'on a, et c'est institutionnel. Très bien. Et donc ça marche bien. Pour finir, si vous deviez dresser un bilan, il serait plutôt positif ou négatif? Je ne sais même pas si on peut dresser un bilan négatif. Je pense que si on dresse un bilan négatif, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Donc l'idée même du bilan, elle est forcément positive. Si on se pose la question du bilan, c'est qu'il y a quand même des choses à en retirer. Donc après, même s'il n'y a qu'une seule chose positive, à mon avis, ce serait positif de mon côté. Mais donc, personnellement, je pense que c'est plutôt pas forcément positif, mais c'est en fonction des étudiants. Et puis il y a plein de situations sociales sur lesquelles on n'a pas la main du tout. Mais en termes de pédagogie, je pense qu'on a progressé beaucoup, avec plein de gens qui se sont posés des questions auxquelles ils n'avaient même pas imaginé penser répondre un jour. Donc plein de gens se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient en fait ne fonctionnait pas. Ça ne veut pas dire que maintenant, quand on va revenir en présentiel complètement, ils vont s'en souvenir, mais ils vont le faire, parce que c'est assez facile quand on a fait ça des années. Je donne mon cours, je fais mon cours, voilà. Mais il y a plein de gens qui se posent des questions, et je pense qu'il y en a beaucoup plus, et on l'a vu, plein de gens sont venus nous voir, et voulaient trouver des moyens de pouvoir faire progresser les étudiants. Et dans ce cadre-là, je pense que ça a été très positif.